Marcel Chifflot, donc vous êtes dirigeant de la société AETEL, je ne sais pas comment on dit. AETEL, voilà. Et vous êtes aussi vice-président de Bourgogne Bâtiment Durable. Alors vous, votre expérience métier, et puis vous avez une expérience maintenant solide dans ce domaine d'installation de systèmes d'optimisation énergétique. Et d'ailleurs, vous faites pas que de l'énergétique, vous installez aussi des systèmes de contrôle d'accès, de sécurité. Voilà. Oui, non, mais juste pour confirmer ce que disait mon collègue, c'est vrai que les appels d'offres, souvent le bureau d'études, moi j'ai vu le coup une fois, j'ai aidé un bureau d'études à faire préparer l'appel d'offres. Puis après, pour se passer de nous, ils ont fait la même chose en copier-coller sur un autre appel d'offres, mais qui avait rien à voir. Alors c'est limite ridicule, quoi. Mais c'est souvent, c'est le problème qu'on a avec les bureaux d'études. Aujourd'hui, on a un gros problème avec les bureaux d'études. Dès qu'on rentre dans la technique un peu avancée, ils sont un peu en retard. Oui, je reste poli là. C'est le gros sou. Non, mais faut le reconnaître. La plupart des bureaux d'études, dès qu'on parle de KNX, de choses comme ça, ils sont exsangues, hein. Je suis désolé de le dire. Et c'est un peu dommage parce que quand on fait un calcul, moi je vois l'exemple on dit le KNX c'est cher et tout ça. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait? On prend une étude classique, un système normal, et on met les appareils KNX qui eux bien sûr sont intelligents donc plus chers, mais on oublie de faire une moins-value sur toute la partie câblage qu'on gagne, sur toute la partie main d'œuvre pour tirer ces câbles qu'on ne tire plus, et ce qui fait que normalement ça devient équivalent. Marcel, c'est quoi KNX? Oui, c'est le système de gestion active du bâtiment. Hein. En fin de compte, c'est le protocole c'est un protocole qui est dit non propriétaire, hein, parce que voilà, on a un souci en France. Bon, je suis un peu brouillon, je suis désolé, hein, mais par rapport aux Allemands, on a à peu près 20 ans de retard. Pourquoi? Parce qu'en France, on a un gros souci, c'est que les fournisseurs de matériel, genre Legrand, je le citerai pas tous, font leur système à eux, parce qu'on dit propriétaire. Ce qui fait que quand ce système arrête, nous on est coincé parce qu'il laisse tomber le produit et on se retrouve, on n'a plus les produits. Que le système KNX est un système ouvert, non propriétaire, où je crois qu'il y a 300 entreprises, je crois actuellement consignées, non? Dans ces eaux-là, je crois. À peu près. Bon, enfin, il y a énormément, il y a Siemens, il y a toutes les grosses entreprises. Ce qui fait que si une entreprise comme Legrand arrête ou Siemens, on passe sur du Haguer, on peut tout faire. Ça, c'est le côté sympathique de ce protocole-là. Voilà. Alors, ouais, ça rejoint donc la problématique de l'interopérabilité qu'on a abordée plusieurs fois au cours de cette journée. Vous me parliez d'expériences de prise en main difficiles quand la programmation est complexe, puisqu'on parle de documents et que nous avons Olivier Taron autour de la table, on va en profiter pour rebalayer l'ensemble des pièces qui peuvent... Je suis installateur et j'essaie d'être en veille technologique dans tout ce qui est nouveau, mais ce que je voudrais, c'est que quand on fait une installation, il faut vraiment qu'elle soit toute transparente pour le client. Quelle que soit la complexité, le but que l'on fait, nous, c'est d'avoir un système hyper simple pour le client. Il n'a pas à avoir derrière toutes les programmations et choses comme ça. Alors, je sais pas, j'avais montré 2-3 dessins que j'avais fait passer. Oui, en gros, on les a. Voilà, en gros, je prends l'exemple d'Alstom. Alstom nous a fait faire un système. On a le site d'Alstom, on a tous les bâtiments d'Alstom. Voilà, là, c'est le site d'Alstom au Creusot. Chaque bâtiment, on peut le faire soit en tactile, avec l'écran tactile, soit avec la souris, mais ils l'ont en écran tactile. Le gardien, la femme de ménage, on veut accéder sur le bâtiment M, on touche le bâtiment M, et là apparaît donc le bâtiment. Voilà, on a là c'est directement l'étage, parce qu'on a le bâtiment. Quand on touche l'étage, on a directement l'étage, comme ici. Puis après, on touche le bureau qui nous intéresse. Voilà. Alors ces schémas-là sont faits avec le client. On peut faire ce qu'on veut en fin de compte. Et du coup, le client après accède directement à son bureau pour gérer le chauffage, gérer l'électricité, gérer tout ce qu'il veut. Alors donc ça simplifie énormément. Ce qui veut dire que je vous dis le simple gardien, la femme de ménage quand elle va accéder au bureau, elle n'a pas de souci de programmation pour accéder. Bon, moi, faudrait que vous m'expliquiez un petit peu là quand même, parce que, je sais pas, on n'a pas d'écran tactile là. Mais non, mais tactile ou un écran normal. J'appuie où là? C'est le summum, mais on peut le faire avec une souris. D'accord. Mais là, c'est un exemple d'interface qui peut être utilisé. Et derrière, il n'y a pas la technique. En théorie, par n'importe qui. Voilà. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. Comment vous faites? On leur montre quand même. Il faut quand même qu'on leur explique une fois. Mais donc, c'est pas très complexe. Vous voyez, quand vous avez l'ensemble des bâtiments, je veux le bâtiment M, je voudrais qu'il s'allume tout pour accéder, par exemple, pour faire le ménage. Bon, je touche le bâtiment et automatiquement, après, je fais ce que je veux. Et là, la femme de ménage, le gardien peut le faire. Mais l'interface, elle est située dans un local particulier ou c'est une interface... Oui, ils gèrent ça, comme c'est quand même un grand ensemble. Il y a un PC, et derrière le PC, les écrans sont répartis sur plusieurs sites. D'accord. Parce que...
Vous faites une formation particulière des utilisateurs? Oui, bien sûr, mais c'est une formation qui est assez light quand même. Parce que, on le voit bien, c'est relativement facile, par image, parce que qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, les gens? C'est comment éteindre le bâtiment, allumer le bâtiment, puis gérer le chauffage, des choses comme ça. Et ça se fait assez facilement. Parce que justement, on évite les contraintes techniques. D'accord. Vous prévoyez une rémunération pour ça ou ça fait partie de la prestation? Ça fait partie de la prestation. D'accord. Hein, voilà, quand on met en place, et puis après on intervient en fonction des extensions, des choses comme ça. Oui, parce que moi j'ai l'impression qu'on est, enfin je sais pas, vous avez tous des métiers qui concernent le bâtiment, mais qui sont tous des métiers différents. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous en demande de plus en plus pour de moins en moins cher ou? Non, je pense que nous, on a nos tarifs, je pense qu'ils sont corrects, mais ce qu'il y a, c'est qu'on intervient pas longtemps. Donc, en termes de compétences, voilà. Je veux dire. Ben nous, là je prends l'exemple, on a fait la ville de Torcy qui a le même principe. Là c'est carrément le plan de la ville. Quand les gens, parce que le problème des villes c'est le chauffage qui chauffe tout le temps. Là le plan, donc avec le plan de la ville, pareil, on fait venir le bâtiment, on touche le bâtiment, il y a le bâtiment qui vient et on peut programmer le bâtiment en fonction des demandes d'empreintes salles, parce qu'il y a beaucoup d'associations. Les bâtiments d'habitude chauffent toute la journée alors qu'ils s'en servent souvent de 6 à 8 le soir. Donc l'intérêt de ce système-là, c'est que en fonction des demandes, eh bien, ils programment le chauffage juste avant ou une heure avant, ça dépend de l'inertie bien sûr de la pièce et puis du temps qu'il fait dehors. Mais l'avantage de ce principe-là, c'est que ils économisent facilement 30% dans l'année déjà de chauffage. Et donc c'est très très vite amorti. D'accord. C'est la totalité de votre activité, ce type de mission ? Ben, dans ce domaine-là, oui, mais sinon, bon, on a d'autres activités, puisqu'on fait aussi des systèmes d'alarme, des choses comme ça. Alors, l'intérêt, justement, de coupler ça avec un système d'alarme, je prends toujours la ville de Torcy, parce qu'on est assez bien équipé. Oui. Quand ils mettent le bâtiment sous alarme, ça coupe toutes les lampes, et ça arrête même avec des électrovannes, ça coupe même l'eau. C'est-à-dire que le bâtiment est totalement isolé, il n'y a plus de problème de bâtiment quand il n'y a personne dans le bâtiment. Et par contre, quand il y a une alarme, ce qu'on fait, on allume tout le bâtiment. Ce qui fait que c'est assez dissuasif. Est-ce que vous avez des retours en termes de gains sur des... En termes de biens, c'est-à-dire? En termes de gains. Ah, de gains? Ben, de gains un exemple, et de coûts d'investissement. Ce qui s'est fait, je prends l'exemple c'est le gymnase de Châtenois-le-Royal. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en ai discuté avec les collègues. Ils ont Madame le maire de Châtenois avait un gymnase à isoler. Ils ont fait le calcul, donc là c'est un bureau d'études qui a fait le calcul, il y avait à peu près 90 000 € d'investissement d'isolation par l'extérieur, et ils avaient calculé pour un retour d'investissement de 15%. On a demandé de le faire en KNX, donc en système de gestion active du bâtiment. L'intérêt, c'est que l'investissement, c'est 20 000 €, c'est plus 90 000 €, et le retour sur investissement, c'est 30% d'économie annuelle. C'est-à-dire que sans isoler le bâtiment, rien qu'à gérer le chauffage, parce que j'insiste, hein, dans les bâtiments publics, le problème du chauffage, c'est qu'on chauffe sans arrêt, il n'y a pas de gestion, mais en mettant la gestion active du bâtiment, avec bien sûr le planning d'occupation des salles, eh bien, automatiquement, ils ont gagné 30% par an, et ce qui fait qu'en 5 ans, c'est amorti. Et ça, c'est à Châtenois-le-Royal, donc c'est un gymnase. Moi, j'ai l'impression que les solutions GTB, elles marchent surtout dans les bâtiments où on consomme beaucoup, et du coup, dès qu'on se gratte le nez, on économise 10%. Ben, l'avantage, non mais c'est ça, c'est vrai que les bâtiments publics, c'est vraiment consommateur, c'est vraiment un gaspillage d'énergie, hein, ça c'est évident. Je vais me permettre de réagir, de mettre en faux derrière cette affirmation. Ah. C'est que tous les éléments, que ce soit l'enveloppe, les équipements, le contrôle des équipements, les systèmes techniques fonctionnent en pourcentage d'économie. Donc quand j'isole avec 15 cm, je gagne 15% sur le chauffage. Donc tous les systèmes fonctionnent en pourcentage. Et donc les systèmes de contrôle actif de type KNX, les GTB, etc. font faire autant d'économies dans la maison des courants d'air que dans la bouteille thermos parfaite, en pourcentage. De même que, quel que soit le système de contrôle, si vous mettez une isolation performante sur un bâtiment très bien contrôlé ou qui est très 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 mal contrôlé, il donnera le même pourcentage de gain sur le poste de chauffage. Donc ces systèmes-là ne sont pas dépendants de la vétusté et de l'ancienneté. En revanche, en termes d'investissement et de retour sur investissement, c'est... Ah, ça c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. C'est que les ingénieurs, la science et les machines fonctionnent en pourcentage. Les financiers fonctionnent en valeur absolue. Donc, le système le plus rentable est le premier que vous avez placé. J'ai pas compris. Là. Voilà. Sur la hiérarchisation des solutions. J'ai pas suivi là par contre. Hein, j'ai pas compris. Je vais tout de suite. Vous pouvez recommencer. Si vous prenez un bâtiment qui a une facture, je dis n'importe quoi, de 200 000 €. Oui. D'accord. Et dessus, vous commencez par mettre une GTB qui a un retour sur investissement, enfin qui économise 30%. Oui. D'accord. Eh bien, vous allez la rentabiliser en 3 ans.
Une fois que vous avez fait ça, derrière, si vous faites une isolation par l'extérieur, il se trouve que vous n'êtes plus à 200 000 euros de facture, vous êtes passé à 130 000 euros. Oui. Donc du coup, le retour sur investissement de votre isolation sera beaucoup plus long, puisque vous jouez sur un pourcentage de 130 au lieu d'un pourcentage de 200. L'investissement est beaucoup plus lourd aussi. Et si vous le faites dans l'autre sens, c'est la même situation. Non, parce que là que je vous lis, en plus c'est du réel, hein, c'est pas de l'invention. Oui, mais l'investissement est beaucoup moins lourd en gestion du bâtiment, ce qui fait qu'on peut rentabiliser tout de suite. Et après, je dis pas qu'il faut pas passer à l'isolation, parce qu'après le but c'est de faire du BBC à l'extrême. Voilà. Si on veut mettre des généralités, indépendamment de l'ordre dans lequel on fait les choses, les retours sur investissement qui sont dans les équipements de type contrôle, GTB, monitoring, etc., c'est des ordres de grandeur qui sont en général entre 3 et 10 ans, suivant la situation du bâtiment. Lorsque vous faites des travaux sur l'amélioration de l'enveloppe par l'extérieur, par l'intérieur, l'isolant, etc., vous avez des ordres de grandeur qui sont plutôt entre 10 et 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a en gros, en termes de retour sur investissement, un facteur 2 entre les deux. Ça n'empêche pas qu'il faille faire les deux si on veut avoir des bâtiments performants, parce que je vous ai montré ce matin sur l'ensemble du parc européen, les 3 familles de solutions, la qualité de l'enveloppe, la qualité des équipements et la qualité du contrôle, ont la même puissance de gain et d'efficacité sur le parc. Non, oui. Très bien. Donc c'est bien ce qui m'avait semblé entendre ce matin, c'est que l'ordre finalement, il n'y avait pas de hiérarchisation des solutions en termes d'ordre. L'ordre n'a pas d'importance. Il y a quand même quelque chose qui est intelligent à faire. C'est d'abord de diminuer la demande avant d'améliorer la production. Autrement dit, isolez et mettez du contrôle avant de changer la chaudière. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec vous. Mais je mettrais d'abord du contrôle avant d'isoler. Parce que le retour est plus rapide. Monsieur, il existe un certain nombre de gens qui vous diront oui, mais si vous faites ça, vous allez tuer le gisement. Il faut pas tuer le gisement. Vous avez jamais entendu parler de ça? Allez, monsieur Côté, parlez-nous de il faut pas tuer le gisement, s'il vous plaît. Ah bon, d'accord. Bon, vous saurez pas l'histoire de. Parce que je connais pas là. Ah non, le mystère restera entier. Elle m'a chatouillé, donc je vais répondre. C'est-à-dire que si vous commencez par mettre dans des bâtiments existants des solutions très peu chères qui font faire beaucoup d'économies, du coup, les solutions très chères qui amènent des économies ne seront plus jamais rentables. Donc, on les fera plus. Donc, il ne faut pas commencer par les moins chers, parce que sinon, vous allez tuer le gisement. Ah oui, non, mais alors là, il faut raisonner aussi investissement public, et je pense qu'on ne raisonne pas de la même façon quand c'est l'argent, enfin, j'espère, du contribuable.